Bonjour à toutes et tous, surtout à celles et ceux qui sont en ligne, parce que manifestement, voilà, il y a un petit sujet de son. Donc, la Maison de l'Autisme, c'est un projet qui a été souhaité par le président de la République en février 2020, lors de la Conférence nationale du handicap, pour 3 raisons. La première, c'était qu'il souhaitait un lieu ressource, de manière, voilà, des bouquins, des ouvrages physiques, matériels, également des ressources humaines, des personnes pour aider, à accompagner, à orienter, et également un lieu pour permettre aux personnes, en tout cas les aider, mettre les outils à leur disposition pour les accompagner, les orienter vers leurs droits et dans l'accès à leurs droits et dans l'exercice de ces derniers, et également un lieu de rencontre, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que les personnes qui avaient de belles initiatives dans l'écosystème de l'autisme, qui portaient des projets qui étaient impactants dans le quotidien des personnes, ne se rencontraient pas forcément et n'échangeaient pas leur retour d'expérience. Et donc ce lieu, aujourd'hui, il est un lieu de programmation culturelle, avec, on le voit tout à l'heure avec la fête de la musique, on a un petit concert dansé de 16 à 17 heures, donc un lieu de vie, un lieu où on peut se restaurer. À terme, on va avoir une cafette, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui va être un lieu d'apprentissage, d'emploi, un lieu de stage pour les personnes autistes, les jeunes personnes autistes notamment. Donc, il y a un lieu de vie, tout simplement, où les personnes peuvent venir. On n'est pas dans un établissement médico-social, sanitaire, même si ces derniers, on le sait, sont précieux. Mais ici, on est dans un lieu un peu différent, un lieu de vie, un lieu grand public, où on peut se rencontrer, échanger sur son quotidien. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Catherine Barthélémy, que je vais laisser se présenter, pour parler et échanger avec vous sur le thème de qu'est-ce qu'on sait de l'autisme aujourd'hui, avec un cycle de 3 conférences pour vraiment faire en sorte que la science aille encore plus au contact des gens, aille vers les gens, et que ce ne soit pas l'inverse. Ici, plus que jamais, en Seine-Saint-Denis, où j'ai rencontré des mamans, des papas, des personnes, des parents tout simplement, qui n'avaient pas, à qui on n'a pas expliqué ce que c'était que l'autisme, et qui n'ont pas accès à toutes les ressources fiables. L'écosystème de l'autisme souffre encore de fake news, de fausses informations sur l'autisme, et c'est fondamental que la science soit au cœur de cette maison de l'autisme. Catherine Barthélémy me disait tout à l'heure qu'ici, c'est un lieu d'actualité, un lieu de vie, de programmation, comme on disait, mais c'est surtout un lieu de service. Et le premier service qu'on doit aux personnes, c'est l'information, et c'est surtout l'information scientifique. Voilà, c'est très important. Donc, Catherine, je vais vous laisser la parole, présenter et puis amorcer la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, la caméra se trouve où? Au-dessus. Donc, si je parle à la caméra, c'est bien pour tous ceux qui nous écoutent. Super. Donc, vous l'avez compris, je suis médecin, je suis professeur de médecine, maintenant honoraire, à l'Université de Tours, à la faculté de médecine de Tours. Et à l'hôpital universitaire de Tours, j'ai dirigé pendant plus de 20 ans un centre qui est un centre spécialisé dans l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Et c'est dans ce cadre que j'ai pu vraiment rencontrer les familles et comprendre que ces enfants avaient des difficultés à communiquer avec les autres, à réaliser à se réaliser dans la vie quotidienne avec les autres était vraiment en grande solitude, puisque à l'époque, et c'est encore, hélas, le cas quelquefois, plus rarement, on pensait que c'était des enfants qui étaient mal éduqués, qui étaient mal aimés. Donc, le travail avec mon patron de médecine, le professeur qui m'a enseigné comment faire avec ces enfants et ces familles, on a créé une association qui s'appelle l'Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations. Et c'est une association qui s'est créée avec des parents, vraiment à parité dans le conseil d'administration. Donc, un certain nombre ici présents, des plus anciens et des plus jeunes dans cette maison, ont participé à cette véritablement mutation
de la pratique avec, pour comprendre, pour mieux aider. Et puis, je dirais, tout au long de la vie. Parce que, comme vous le savez, l'autisme démarre très tôt dans la vie, probablement avant la naissance, mais au fil des années, même si les progrès arrivent, et c'est bien notre objectif, eh bien, il peut y avoir aussi, au fil de l'existence, des périodes plus difficiles, et c'est important de prendre en compte la personne dans la totalité de son existence. Donc, je suis très contente d'être ici, très, très, très fière, très, très heureuse, parce que cette maison, vous voyez, on doit y faire toutes sortes de choses qui nous réunissent. Vous voyez, c'est sur la base de l'amitié, de la coordination des efforts qu'on a avancé dans ce champ-là. Vous voyez, moi, j'avais 20 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, et j'ai plus tout à fait 20 ans, mais je vois qu'ici, il y a des jeunes, donc c'est la transmission. Voilà, alors, j'ai accepté de faire une sorte de trois séances, séances courtes, pour vous dire un peu d'où on en était, de la compréhension, de la connaissance de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, plus largement. Et puis, quelles étaient les clés qui avaient été découvertes pour mieux comprendre comment faire pour je dirais, pour ceux qui n'ont pas ce problème ou ces problèmes, mieux se comporter, mieux être à l'aise ensemble. Encore une fois, hein, les mots, vous allez voir, partager, coopérer, coordonner, s'orchestrer, etc. Il y a quelque chose de très important qui est dans notre société occidentale très, très importante à vénérer, je dirais. C'est justement c'est l'amitié, c'est le lien entre les uns et les autres. Et donc, il faut faciliter ça pour tout le monde. Alors, on va commencer par un petit film qui est un petit film historique. Vous voyez, à l'époque où je commençais à militer pour dire, écoutez, ces enfants qui sont souvent, entre guillemets, enfermés à l'hôpital psychiatrique ou qui sont pas reconnus comme étant des personnes capables dans les bonnes conditions. Il fallait les conditions. Donc, pour une première fois, j'ai franchi le seuil d'une antenne de télévision. Et j'avais tellement peur que je connaissais Emmanuel, que vous allez entendre, qui est une personne avec autisme. Et il m'a dit, ben, d'accord, je viens avec toi. Bon, donc, voilà, et on a enregistré. Donc, c'est une séquence de la séance de télévision. C'était sur TV5, je ne sais plus. Bref. Et il parle, il dit en quelques mots des choses très, très importantes qui sont des pistes pour ensuite installer, je dirais, des réflexions, mais aussi des actions de recherche pour mieux comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. Voilà, donc c'est Emmanuel. Ça va marcher. J'ai commencé à parler à 4 ans, mais entre 4 et 6 ans, je n'avais pas un vocabulaire très développé. Je parlais avec des phrases très courtes. Il y a des trucs comme par exemple regarder la télévision, ça me va très bien parce que je réfléchis pas vraiment, mais j'enregistre beaucoup. Quand j'étais tout petit, c'est pratiquement que ça que je faisais, enregistrer, ça rentrait dans les oreilles, les yeux. Et au fur et à mesure du temps, tout ce que j'enregistrais, j'ai commencé à utiliser, à restituer. Quand par exemple j'ai commencé à parler, c'est comme ça. Et les premiers mots que j'ai dit, c'est des mots comme bonjour, à cause du journal télévisé Yves Mourouzi.
des choses comme ça, quoi. Répéter comme un perroquet des phrases qu'on a déjà entendues. Mais c'est une des étapes que souvent les autistes passent en apprenant à parler. Par exemple, il y avait une petite fille dans ma classe qui pleurait beaucoup quand j'étais en maternelle. Et je me souviens, j'avais vu à la télévision un épisode Candy, et il y a un personnage qui dit à Candy t'es plus jolie lorsque tu ris que lorsque tu pleures. Et quand j'ai vu le dessin animé, j'ai vu que donc Candy arrêtait de pleurer. Alors je me suis dit, il faut dire ça pour qu'elle s'arrête de pleurer. Et j'ai fait ça. Ça, c'est un exemple. C'est mes parents qui voulaient me faire des câlins. Moi, je comprenais pas trop, pas très bien. J'aimais pas qu'on me touche. J'aime pas comme ça, comme serre, surtout sans prévenir. Certaines sensations, lorsqu'elles sont un peu trop fortes et soudaines, ça me court-circuite. C'est-à-dire là-dedans, ça stoppe. Au niveau de ce que je ressens, le lien entre ce que je ressens et ce qu'il y a sur mon visage, il n'y a pas vraiment de lien. D'ailleurs, ça, avec mes parents, l'entourage en général, c'est ce qui pose un autre problème. J'ai pas beaucoup d'expression faciale à ce qu'on me dit, en tout cas. Nos sens, l'œil, l'ouïe, tout ça, on a les mêmes oreilles, mais on n'a pas le même cerveau pour traiter les informations. Le problème, c'est d'avoir l'attention sur la bonne chose. Quand on traverse la rue, il faut regarder les feux, toujours le feu, regarder d'abord à droite, puis regarder à gauche quand on traverse. C'est des choses comme ça qui ne sont pas spontanées. C'est des trucs qu'on doit faire un effort pour ça. Et ça prend beaucoup d'énergie, mais rien que pour ce genre de trucs, situation très ordinaire. Et en plus, dans certains cas, il y a aussi, comment dire, parfois, par exemple, sensations auditives qui donnent des perturbations visuelles. C'est-à-dire? Par exemple, les claquements des portes, des lattes, des trucs comme ça me fait voir comme des coulées devant les yeux colorés, des trucs comme ça. Et ça peut être perturbant, très perturbant, parce que justement à ce moment-là, on fait que percevoir et on ne sait pas traiter convenablement. C'est pas la fin du monde, surtout pas. Il ne faut pas baisser les bras. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, Emmanuel traduit en des mots très, très simples et très, très authentiques, hein, puisque c'est sa propre expérience, des événements de sa vie qui mettent à jour qu'il avait vraiment dans le fonctionnement sensoriel, hein, par exemple, le fait qu'une porte qui claque déclenche comme un éclair dans sa tête, qu'il n'ait pas eu, bien qu'il soit pas sourd et pas muet, une grande difficulté à développer un langage et que c'est en regardant la télévision qu'il a appris à parler. Que par exemple, quand il veut traverser la rue, il faut qu'il combine des tas d'informations et que ça se fait pas naturellement dans sa tête, quoi. Donc, que traverser la rue, pour lui, c'est dangereux, il doit faire très, très attention, c'est très fatigant, etc., etc. Et par ailleurs, Emmanuel a vraiment des talents, hein, il ne le dit pas ici, mais c'était quelqu'un qui connaissait, je crois, près de 90 langues parlées ou écrites, hein. Donc, c'est un savant. Donc, ça a été, vous voyez, à partir de témoignages comme cela, et puis de récits de vie des parents. On peut lancer le diaporama, s'il vous plaît. Voilà. Ça a été vraiment très, très important de regarder, de comprendre et de s'approcher au plus près de la réalité de ces personnes. Vous voyez, parce qu'on avait des a priori, on pensait que, par exemple, hein, il y avait un mot que je n'aime pas du tout, on disait, ces enfants ont des comportements de retrait social. Et c'est pas tout à fait ça, vous voyez, c'est pas qu'ils ne veulent pas communiquer avec les autres, c'est qu'ils ne peuvent pas communiquer avec les autres de manière standard, quoi. Donc c'est très déroutant pour
pour des parents, pour la famille et pour ceux qui sont près d'eux. Puis ça transforme aussi le parcours. Vous voyez, à l'école, il explique que dans la cour de récréation, ben, même s'il était, à mon avis, très doué, très, je dirais, très studieux à l'école, quand il était dans la cour de récréation, il ne savait pas comment réagir quand il y avait quelqu'un qui exprimait des sentiments de détresse. Et c'est en regardant la télévision qu'il a fait une sorte d'auto-éducation, quoi. Voilà, alors qu'il avait des parents tout à fait vraiment extraordinaires, qui nous ont aussi beaucoup appris. Puis il avait un frère qui avait aussi de l'autisme, mais une forme d'autisme beaucoup plus sévère, sans langage et avec des troubles moteurs, des troubles neurologiques. Voilà. Alors, aujourd'hui, on commence, c'est notre première session, ce que l'on sait de l'autisme aujourd'hui. Bon, évidemment, hein, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on sait sur l'autisme, parce que d'ailleurs, quelques-uns d'entre vous en connaissent certainement d'un certain point de vue. Voilà. Mais j'ai sélectionné un certain nombre de points qui sont tout à fait dans l'actualité, qu'on appellera de la communauté médicale, éducative, sociale, mondiale. Vous voyez, on est tous d'accord, il y a un certain nombre de résultats qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi ces enfants et ces personnes ensuite adolescentes et adultes ont des difficultés à être dans un monde complexe à tous les niveaux, très exigeant, et puis aussi comment on doit s'y prendre pour mieux les aider. On n'a pas toujours trouvé toutes les solutions, ça va venir, parce qu'il y a des développements, vous savez, dans la recherche, de tous les points de vue qui sont majeurs. Il y a vraiment un accroissement des moyens pour mieux connaître le corps humain, mais aussi les relations entre les gens, comment ça se passe, pourquoi on a le cœur qui bat ensemble, vous voyez, tout ça. Alors, ah oui, je peux passer mes diapos. Alors, je vais essayer de le faire tranquillement, si ça marche. Non, il faut sans doute que je mette le truc. Si j'appuie sur la flèche, normalement, ça bouge, non? Vous voyez, il y a encore des mystères. La recherche a beaucoup à faire. Ma petite boîte, elle ne veut pas communiquer avec une autre boîte. Pourquoi ça marche? Ah, non, ça. Hop. Alors, vous voyez. Hop. Voilà. Alors, très bien. Donc ici, sur cette diapo, on ne va pas y passer trop de temps, mais vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des mots qui sont importants, hein, qui ont du sens. L'autisme est une forme de l'un des nombreux troubles du neurodéveloppement. Et dans les bulles, vous voyez, il y a bien sûr le trouble du spectre de l'autisme, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Il y a le trouble du déficit du développement intellectuel, les troubles de l'attention, des troubles de la communication, des troubles des apprentissages. Vous voyez, dans cette constellation, l'autisme, on va dire l'autisme plus que le trouble du spectre de l'autisme, si ça ne vous ennuie pas, parce que c'est plus facile à dire. Surtout que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et donc, l'autisme est une forme la plus précoce en tout cas, et ce qu'on appellera la plus globale, parce qu'elle concerne beaucoup de fonctions de l'individu. Non seulement la communication et la parole, mais aussi, on va le voir, la motricité, la sensorialité,
tout le fonctionnement aussi de la mémoire et de l'intelligence, etc. Tout ça, c'est pour cette raison que sans doute on s'est intéressé plutôt à ce trouble du neurodéveloppement plutôt qu'aux autres. Et puis, il y a des bulles à droite, vous voyez, qui sont aussi importantes parce que dans la vie, c'est pas parce qu'on a un trouble du neurodéveloppement qu'on est protégé contre d'autres troubles. Et par exemple, vous voyez, il y a les troubles anxieux. Donc, ça fait partie d'une constellation de ce qu'on appellera de difficultés à vivre qui doivent être prises en compte. Alors après, il y a des petits traits comme ça. Et ce qui est très important, vous voyez, ça, on fait un petit retour en arrière. À gauche, vous voyez, il y a marqué, entre les deux photos, il y a marqué Sauvage et 1988. Et Dominique Sauvage était également un professeur de médecine qui travaillait à Tours. Et ensemble, vous voyez, et on a décrit pour la première fois, à partir de vidéos qui nous étaient confiées par les parents, dont la porte du service, pour lesquelles vraiment il y avait l'entrée dans le service, les parents étaient invités à venir dans le service et même à nous aider à faire de la recherche. Et ils avaient décrit une série de signes qui pour eux étaient vraiment très, très importants. Ils disaient que, par exemple, leur bébé, et on le voyait sur les petits films, il ne regardait pas son interlocuteur, comme il avait les yeux qui planaient un peu. Les parents disaient, on a l'impression qu'il est dans son monde, qu'il est un peu ailleurs. Et puis, il ne regardait pas, il n'y avait pas ce contact qu'on va voir tout à l'heure sur un petit film. Et puis, ils avaient souvent, c'était des enfants qui avaient une sensibilité au bruit inhabituel ou au contraire, qui paraissaient sourds à la voix humaine. Donc, on va voir tout à l'heure dans les récents, résultats de la recherche, n'aime pas toucher, caresser. Tout à l'heure, Emmanuel a dit, oh là là, moi, les cas là, c'était pas mon truc, pas de tentative de communication, c'est-à-dire, vous savez, quand on pointe le doigt pour montrer à maman qu'on voudrait ça pour manger, par exemple. Et puis, une passivité, au contraire, des tensions, vous voyez, au moment du changer, du change, de la toilette. Tout ça, ces enfants se raidissent. Et une absence d'attitude anticipatrice, c'est-à-dire tendre les bras vers l'adulte, par exemple, pour sortir du berceau. Voilà. Et tous ces signes, en fait, ont fait l'objet de grandes conférences de consensus international, mondial, de sorte qu'on a des ouvrages qui sont des sortes de dictionnaires, ce qu'on appelle des classifications. Et en 2022, si vous lisez le chapitre autisme, eh bien, vous allez retrouver ces signes fondamentaux qui sont détaillés, qui sont classifiés, qui sont définis, très, très bien décrits. Voilà. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça aussi, c'est qu'en fait, ce n'est pas d'hier la première description, c'était en 1943 et probablement à partir de consultations qui ont eu lieu dans les années 40 aux États-Unis. Il y avait un clinicien qui était un pédiatre, qui faisait un psychopédiatre qui s'appelait Léo Kanner, qui avait décrit tous ces petits signes et qui avait publié un article. Vous voyez, mais cet article, il n'avait pas été lu par le monde entier, il avait été lu par quelques docteurs. Donc, il a fallu, vous voyez, à peu près 50 ans pour que tout le monde s'agite. Et ce qu'il y a de très important, c'est que, vous voyez, on a pu progresser parce que on a des outils maintenant pour, comme ce qu'on utilise aujourd'hui, vous voyez, la vidéo, tout ça, les micros, les caméras, les enregistrements. On a vraiment la possibilité de compiler et d'examiner avec la famille
des résultats, par exemple, qui ont été filmés lors de la consultation ou qui ont été filmés ou enregistrés à la maison, et puis de se mettre d'accord et de dire à quoi ça correspond à votre avis, etc. Et de faire un lien entre ce qui est observé, ce qui est mesuré au cours de l'observation, par les yeux, par les oreilles, etc., avec des mesures de ce qui se passe à l'intérieur du corps humain et en particulier du cerveau. Parce que encore récemment, vous voyez, moi, quand j'ai commencé mes études de médecine, le cerveau, je ne savais pas trop comment c'était fait. Il y avait des anatomistes qui disséquaient le cerveau. Il y avait les neuros, les chirurgiens, mais la radiologie, c'était en noir et blanc. Maintenant, on peut voir le cerveau en action vraiment à l'intérieur, chez le vivant. On sait comment ça marche à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, et ça, c'est très important. Alors, cette sémiologie, encore une fois, vous voyez, elle se répartit en ce qu'on appellera des comportements qui sont étranges. C'est-à-dire qu'un enfant de cet âge-là préfère jouer avec les autres. Puis, quand il est avec les autres, il tend la main. Vous voyez, l'échange de regards, c'est curieux que cette petite fille se comporte un peu de cette manière. Puis, il y a des mouvements anormaux qui étaient difficiles à comprendre, dont la nature était difficile à comprendre. Et puis, des mouvements répétés, d'oscillation, de stimulation, on le comprendra plus tard. Et enfin, ce sont des enfants qui étaient considérés comme mal éduqués parce qu'ils se mettaient en colère quand on voulait changer. Quand on ne les avait pas prévenus qu'on allait arrêter le jeu, eh bien, il y avait une grosse colère. Donc, ces dimensions, vous voyez, en même temps de ce qu'on appellera de solitude, aloneness, de sameness, c'est-à-dire toujours faire de la même manière ou ne pas arrêter si on n'est pas prévenu et tout ça. Et ces comportements particuliers, ils ont été considérés, reconsidérés en fonction. Alors là, il y a quelque chose qui se passe qui fait que ma flèche ne marche plus. Voilà, ça marche. C'est bon? Non, peut-être que ça marche, mais... Bon, vous allez voir la suivante, voilà, c'est les progrès des moyens pour comprendre pourquoi ces enfants se comportent ainsi. Alors, il y a eu beaucoup de techniques à partir de l'informatique, de la vidéo, vous l'avez compris, et puis ensuite, il y a aussi des petites machines qui ont permis non seulement de mieux suivre, par exemple, enregistrer les mouvements des yeux, enregistrer les réactions à du bruit, en faisant des enregistrements de ce qui se passait à l'intérieur de l'oreille. Voilà, bon. Et donc, diapositive suivante. Là, je me heurte à la résistance, au changement de la petite machine pour projeter les diapos.
Voilà. Donc, ces progrès, vous voyez, techniques ont permis d'enregistrer en temps réel le fonctionnement des organes sensoriels, des yeux, des oreilles, aussi de la sensibilité cutanée, mais aussi à l'intérieur du cerveau et de faire des sortes de cartes du fonctionnement cérébral ce qui a permis de comprendre qu'en fait, il y avait à l'intérieur du cerveau de nous tous et de ces enfants vous voyez, des différences qui étaient liées à des particularités de ces réseaux de cellules nerveuses, qui sont des réseaux dédiés à ce qu'on appelle la communication sociale. C'est-à-dire que quand on est en face d'une personne, qu'on est attentif, qu'on repère chez elle un certain nombre de signaux, par exemple, quand vous me regardez, quand vous êtes m'écoutez, personne, vous voyez, je sais que vous êtes attentif. Si vous ne comprenez pas, vous allez froncer les sourcils ou voilà. Si au contraire vous acquiescez, ce que je peux dire, ben, vous allez avoir un visage, vous voyez, détendu. Et, et c'est la base de ce qu'on appellera le système qui permet de se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, quand je regarde, quelque part, mon cerveau, moi-même, mais mon cerveau surtout, a la capacité, à partir de petits signes, de savoir ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et ça, c'est un cerveau qu'on ne connaissait pas avant. Il y a 15 ans, on ne savait pas que ce cerveau existait. Et il est très important. C'est le cerveau de ce qu'on appelle l'empathie, l'interaction sociale, synchronisée, et tout ça. Vous voyez ? Et il est très probable que une des raisons pour lesquelles les enfants, et les très jeunes enfants, ont ces particularités de comportement qui les font paraître étranges, c'est pas parce qu'ils s'opposent, parce qu'ils sont tristes, mais c'est parce que ces réseaux nerveux du décodage de l'autre et cette capacité à, en quelque sorte, partager et même se mettre à la place de l'autre, se mettre dans l'autre, vous voyez, ces interactions, eh bien, ce cerveau, il s'est fabriqué autrement et il a peut-être un fonctionnement trop lent ou trop rapide. On pense qu'il a un fonctionnement plus lent et que le traitement de l'information qui vient de l'autre ne se fait pas de la même manière. Ce qui va être très difficile pour ce bébé, ce jeune enfant, de s'ajuster et d'apprendre à être avec les autres. Alors, la deuxième chose qui a été très importante, c'est que dans les résultats les plus récents, hein, ceux-là, c'est un schéma qui illustre, vous voyez, deux trajectoires, une trajectoire rouge en haut et une trajectoire bleue vers le bas. La recherche a permis, à partir d'analyses mathématiques de bases de données, vous voyez, d'observations qui ont été, je dirais, enregistrées dans des ordinateurs, il a été possible de faire des calculs très puissants pour voir comment évoluaient les bébés qui étaient enregistrés sur des vidéos. Donc, on enregistrait le son, le mouvement, le regard. Et la ligne rouge, elle représente des jeunes enfants de 6 mois. C'est S1, S2, S3. Vous voyez, c'est premier semestre, deuxième semestre et troisième semestre. Et donc, la ligne rouge, elle représente la capacité, je dirais, adaptative de ces enfants dans des interactions, ce qu'on appellera sociales, par la voix, par le regard et par le mouvement. Et puis, la ligne bleue, elle représente des enfants qui vont avoir plus tard le diagnostic d'autisme. Vous voyez que les deux lignes, elles s'écartent et que S3, c'est 18 mois. L'écart se creuse, hein, vous voyez,
très, très rapidement. Cette information qui a été extraite grâce à des analyses mathématiques avec des instruments qu'on n'avait pas auparavant, eh bien, elle permet de dire qu'il faut s'y prendre très tôt. Parce que si on peut agir sur cette trajectoire, vous voyez, qui s'écarte de la trajectoire ordinaire, eh bien, on pourra éventuellement donner toutes les chances pour qu'il y ait moins de pertes fonctionnelles chez ces très jeunes enfants. Alors, troisième type de résultat, là aussi, hein, qui est lié non seulement à ce que j'appellerais les progrès de la médecine au sens large, de l'étude de la psychologie du bébé, du comportement du bébé. Il y a eu des études qui ont été menées sur des cohortes. Alors, le mot cohorte, ça veut dire que dans un lieu, par exemple, une clinique d'accouchement, vous voyez, il va y avoir examen des bébés dès qu'ils naissent. Et puis, grâce là aussi à des bases de données et des analyses informatiques, on va pouvoir suivre leur développement pendant 2 années. Vous voyez, c'est en faisant des enregistrements tous les mois. Vous voyez, donc il va y avoir des équipes de recherche qui vont venir à la clinique d'accouchement et ensuite qui vont aller à domicile, rencontrer les jeunes enfants pendant 2 années ou 3 années. Vous voyez, c'est des nouvelles techniques et je dirais, c'est des nouvelles stratégies scientifiques pour suivre des personnes sur des périodes beaucoup plus longues qu'une semaine, un mois ou même un an. Vous voyez, c'est sur 2 ans. Alors, qu'est-ce qui a été aussi très, très important dans ce résultat, qui est crucial, hein, c'est que ces 2 Américains, Warren Jones, qui sont des psychologues, ils disposaient de cette petite machine, de ces lunettes magiques qui permettent d'enregistrer où va le regard du bébé. Et si l'enfant, le bébé, est face à sa maman, eh bien, il va avoir de manière très spontanée le regard qui va parcourir le visage de sa maman et en particulier dans une zone cruciale qui est représentée par la tache bleue ici, c'est-à-dire la zone des yeux. Parce que la zone des yeux, je vous disais tout à l'heure, quand je vous regarde, j'ai des informations sur ce que vous pensez, ce que vous comprenez. Je ne regarde pas vos pieds. Je peux aussi regarder vos pieds, mais je vais aller tout de suite dans la zone des yeux pour savoir si vous pigez, si ça vous intéresse ou si ça vous barbe, etc. Vous voyez, puis si ça vous barbe, j'arrête et puis je passe à autre chose. Donc, voilà. Et vous voyez la ligne bleue, c'est des enfants qui sont nés dans des bonnes conditions et qui vont être des enfants qui vont se développer normalement. Et vous voyez, cette ligne horizontale, elle signe que vraiment, il y a un contact du regard du bébé avec son interlocuteur maternel en général, voilà, de manière efficace. Vous voyez que à droite, les lignes rouges, elles baissent. C'est-à-dire que et ces petites lunettes qui permettent de savoir où le bébé regarde, elles montrent que le bébé regarde moins la zone des yeux que le bas du visage. Et que cette position du regard vers les yeux, elle va vraiment, vous voyez, baisser. C'est-à-dire que le temps passé sur la zone des yeux par un bébé qui, plus tard, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, va recevoir le diagnostic d'autisme, eh bien, elle est beaucoup plus faible. Autrement dit, il y a une indication physique, il y a un signe qui est très important pour les équipes qui vont examiner les bébés, mais aussi pour les proches,
c'est un résultat qui doit être connu, c'est-à-dire qu'avant 2 ans, même à partir de, vous voyez, de 6 mois, 2 à 6 mois, il y a une cassure de cette orientation du regard vers les yeux de l'interlocuteur qui est très, très différente. Il y a une cassure de cette capacité à capter l'information sociale sur le... Voilà, donc, vous voyez, la précocité, l'importance de la fonction sensorielle, la fonction, je dirais, d'orientation sociale, et puis, je dirais, hélas, hein, grâce à ces résultats de la recherche, on sait que maintenant, il faut aussi prendre tôt. Donc, il faut examiner. Donc, vous voyez, dans les politiques publiques, ça fait partie hein, de la stratégie nationale, vous le savez, de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Voilà. Et ça, c'est un résultat encore plus récent. Vous voyez, ça, c'est 2023. Il faut vous dire qu'il y a des équipes de recherche dans le monde entier qui s'intéressent à ces questions-là. Comment faire pour faire un diagnostic presque dès la naissance hein. C'est le but d'une grande partie de la recherche. Alors là, vous voyez, il y a 2 images. Il y a une image qui représente une maman avec des joujoux, quoi. Et la maman, elle parle à son bébé. Elle parle, vous savez, bébé, coucou, voilà, il fait coucou, tu as vu le petit nounours, etc. Puis à droite, il y a un carrefour d'autoroute. Ça se passe à San Diego, vous voyez, c'est en Amérique de l'Ouest et c'est l'équipe de Karen Pierce et Eric Courchen qui sont des grands neurobiologistes de l'autisme. Et vous voyez, il y a des colonnes. Ces colonnes, elles n'ont pas du tout la même taille. Hein. À gauche, vous voyez, il y a une colonne qui représente à peu près 375 bébés qui ont été systématiquement examinés pour savoir si, quand on leur présentait sur un écran ou la maman qui fait coucou, etc., ou des carrefours d'autoroute, qu'est-ce qu'ils regardaient? Eh bien, à gauche, la colonne qui est la plus longue, vous voyez, ça signe qu'une grande majorité des bébés qui plus tard vont avoir de l'autisme, ils regardent l'autoroute plutôt que la maman. Ils sont plus intéressés par le carrefour d'autoroute que par la maman. Alors que ceux qui vont avoir des traits d'autisme ou qui vont avoir une sorte de décalage dans le développement, mais sans autisme, etc., eh bien, ceux-là, ils regardent plus spontanément la maman. Cette orientation visuelle, sociale, et je dirais plus que visuelle, hein, c'est corporel, il y a les bras, etc., et aussi l'adressage de quelques vocalises, eh bien, voilà. Et ça, vous voyez, c'est sur une cohorte très nombreuse, hein, ça a été fait vraiment avec des services de pédiatrie. Et puis, il y a eu des enregistrements du fonctionnement du cerveau qui ont été réalisés de manière contemporaine. Voilà, dont je vous parlerai peut-être plus tard. Donc, vous voyez ces résultats qui sont évidemment, qui n'expliquent rien hein, pour le moment. Mais ils ont énormément d'importance pour mieux saisir ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, on ne sait pas encore pourquoi exactement ça ne fonctionne pas. Mais on sait que le bébé qui va grandir et développer un trouble du spectre de l'autisme, eh bien, il a ces petits signes et que grâce à ces petits signes qui vont pouvoir être mesurés bientôt hein, dans les consultations. Vous voyez, le médecin, il aura son stéthoscope, il va faire l'examen médical, il va peser, etc. Puis, il pourra mettre une petite paire de lunettes au bébé. Et si le bébé n'a pas d'intérêt particulier pour la cible sociale et même qu'il évite plutôt, qu'il va plutôt vers une cible non sociale, ce sera un signe
qu'on appellera de risque d'autisme, donc il faudra bien surveiller et commencer à entraîner le bébé. Voilà, parce que ensuite, vous voyez, ça va très vite, hein, là aussi. Vous voyez, sur ces cartes, vous avez une sorte de fleur, hein, qui est posée, une fleur orange à gauche, hein, et les rayons de cette roue de vélo, ça représente des fonctions qui sont des fonctions d'attention conjointe, de langage, d'imitation, de relations affectives, etc. Et puis d'autres qui sont des fonctions qui sont plutôt des fonctions de jeu avec des objets. Vous voyez, relations spatiales, moyens buts, avec des petits tests, hein, vous savez, qui sont dans la valise du psychologue. Eh bien, c'est cette valise magique pour tester les petits-enfants. Elle met en évidence qu'à l'âge de 2 ans, vous voyez, cette fleur, ce qui était vraiment très, très symétrique, hein, qui constituait une surface magnifique, très régulière, eh bien, vous voyez, la tache bleue, elle représente qu'il y a des irrégularités dans le développement, hein, ce qu'on appellera une hétérogénéité développementale. Et vous voyez, la carte bleue, elle va presque jusqu'à la périphérie de cette roue de vélo dans tout ce qui concerne l'utilisation des objets. Donc, à 2 ans, les enfants qui vont être considérés à l'âge de 3 ans comme étant porteurs, hein, de troubles du spectre de l'autisme sont des enfants qui sont plus à l'aise avec les choses qu'avec les personnes. Ils sont même des champions, hein, parce qu'ils arrivent à faire des choses que des enfants du même âge, à 2 ans, ne font pas. Par exemple, des puzzles ou retenir avec une mémoire absolument extraordinaire des dessins, même des musiques, vous voyez, mais ce n'est pas dans l'interaction avec les autres. Alors, ce n'est pas ça du tout. J'ai fait une bêtise. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Donc, on va faire comme ça. Donc, voilà. Alors, les résultats de la recherche aussi, hein, je vous l'ai dit, ce n'est pas encore complet, mais on sait maintenant qu'à l'intérieur de notre cerveau, on a des réseaux qui sont des réseaux, et il y a des réseaux de cellules qui sont vraiment des circuits très, très importants pour la compréhension de l'autre. Le décodage, oui, c'est ça. Et ces réseaux, ils se développent dans une période de la vie qui est très précoce. Vous voyez, j'ai dit en bas, fenêtre temporelle sensible, c'est-à-dire qu'en gros, hein, vous voyez, c'est une période qui va de 0 à 2 ans, et même avant. Vous voyez, le petit cerveau, au départ, c'est un tube qui se plie, qui se gonfle, qui se plisse, etc. Et puis surtout, il y a la matière grise. Vous voyez, au début, il y a quelques cellules qui sont séparées les unes des autres. Et puis, quand on avance en âge, eh bien, il y a comme une sorte de réseau là. Oui, vous voyez, il y a des tentacules d'une cellule nerveuse à l'intérieur du cerveau qui se câblent avec les tentacules de la cellule suivante. Vous voyez, il y a tout vraiment un enchevêtrement. Ça, c'est ce qu'on appelle la matière grise, hein, cette matière grise qui capte les informations et qui les traite à toute vitesse pour déclencher des comportements, des pensées, des raisonnements. Alors, cette fenêtre temporelle sensible, elle est très importante parce qu'on sait que si on modifie quelque chose dans l'environnement, eh bien, il va y avoir la possibilité pour des réseaux qui ne fonctionnent pas bien, quelque part, de se réparer. C'est ce qu'on appelle la plasticité. C'est-à-dire que c'est bien connu, c'est connu maintenant chez l'être humain,
C'est-à-dire que dans la période de 0 à 2 ans, si on apporte à l'enfant un soutien pour qu'il exerce son cerveau de manière plus efficace, eh bien, on va pouvoir l'aider à développer vraiment des fonctions qui vont se rapprocher de la normale. Je ne dis pas qu'on va réparer complètement. Il va avoir la possibilité de substituer et de donner à son cerveau toutes les chances de traiter les informations, et en particulier les informations sociales dont je vous ai parlé. Et ça dure toute la vie. Vous voyez, à droite, hein, c'est des cerveaux d'enfants plus âgés. Ça dure jusqu'à l'adolescence, puis on pensait qu'à l'adolescence, c'était fini, mais non. On sait que même à l'âge adulte, on peut, si on a par exemple eu un accident qui a entraîné une lésion d'un endroit du cerveau, eh bien, avec la rééducation, on peut récupérer. On récupère pas forcément complètement, mais il y a toujours de la plasticité cérébrale, toute la vie. Ça, c'est très important à vous dire, parce que ça peut être de la discussion plus tard. Il faut agir tôt, mais aussi toute la vie. Il n'est jamais trop tard, jamais. Ikida. Alors, je ne sais pas pourquoi la dame me parle. Vous voyez, je n'ai pas les indices visuels pour savoir ce que pense la dame qui fait quelque chose et qui me parle. Voilà, attention. Bon, on peut revenir sur la précédente. C'est presque bon, hein, mais on peut revenir sur la précédente. Voilà. Donc, je vous parlerai certainement hein, dans dans la session 2 de cette histoire de réseau. Vous voyez, il y a des cartes, il y a des travaux qui sont faits par des mathématiciens qui sont très importants pour analyser les cartes du cerveau. Et donc, vous voyez en bas, il y a une petite tache orange à un endroit du cerveau qui est très important. C'est un petit sillon qui se trouve, vous voyez, dans le cerveau, dans la boîte crânienne, un peu au-dessus des oreilles. Il s'appelle le sillon temporal supérieur. Et c'est là que qu'on s'aperçoit qu'il y a dans le cerveau, avec des mesures, là encore une fois, mathématiques, que c'est un endroit clé du cerveau pour la communication sociale. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller plus loin. Et ce petit schéma, il représente en 3 étapes hein, pourquoi il faut agir tôt. Parce que, vous voyez, les petits cubes à gauche, ils s'empilent de manière harmonieuse, hein, l'un sur l'autre. Et ça, c'est le développement qu'on appellera ordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'écueil. Donc, dans l'empilement du milieu, vous voyez, il y a un décalage qui se fait progressivement. C'est-à-dire que les empilements des cubes se font un petit peu et s'écartent de la ligne verticale. Vous voyez, ça, c'est quand le développement qui est, on va dire, dévié, il y a une déviation développementale très précoce et ça peut aboutir à ce qu'on s'écarte de la trajectoire idéale de développement. Et puis, à droite, la colonne de droite, vous voyez, s'il y a une intervention très précoce entre le cube, à partir du cube rose et violet, eh bien, on donne la chance à l'enfant de se réinscrire sur une trajectoire qui est plus proche de la trajectoire normale. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément guérir, hein, qu'on va complètement corriger, mais ça veut dire que l'intervention précoce donne toutes les chances à l'enfant de se rapprocher d'une trajectoire qui est la meilleure pour lui. Voilà, donc vous voyez, ça aussi, c'est des résultats hein,
qui ont fait l'objet d'une analyse de toute la littérature. Il y a eu vraiment Lord, c'est Catherine Lord, qui est une psychologue qui a un rayonnement absolument mondial et qui a fait une très, très grosse étude de synthèse sur l'ensemble des études qui avaient été faites dans le monde. Et ils en ont conclu que, voilà, en gros, c'était ça le message. C'est un message très intéressant. On pourra y revenir la prochaine fois si vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a en France vraiment tout un réseau de personnes, de chercheurs, de cliniciens, de familles qui s'efforcent de mettre en musique, et établir une fédération nationale de la recherche sur l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Voilà. Et puis que pour quelques temps encore, quelques semaines, je dirige ce réseau de recherche avec une équipe super, fantastique, et qu'il y a un site qui, si vous voulez le visiter, vous pouvez aller sur autisme-neurodev.org et vous allez en savoir, voilà, c'est accessible et normalement les messages sont accessibles et faciles à comprendre pour tout le monde. Voilà. La place aux questions. Alors, place aux questions. Il y a quelques questions sur du papier. C'était des questions qui m'étaient posées avant que je commence. Donc, et puis, vous voulez que je vous lise les questions que j'ai sur les petits post-it? Alors, Asperger sans HPI, courant ou rare? Voilà, ça c'est la première. La deuxième, mon entourage me dit que mon fils n'est pas autiste et il est diagnostiqué autiste pourtant. Deuxième question. Et la troisième, est-ce qu'une fillette de 9 ans autiste modérée qui ne parle pas finira par dialoguer un jour? Ce sont des questions très difficiles. Alors, Asperger sans haut potentiel intellectuel, courant ou rare? Alors, je n'ai pas prononcé le terme Asperger. Donc, vous savez que dans les classifications dont je vous ai parlé, encore récentes, il y a 5 ou 6 ans, on distinguait l'autisme qu'on appelait de Kanner, en gros, c'est-à-dire l'autisme typique, d'autres formes d'autisme, et il y avait dans la classification un chapitre qui était consacré au syndrome d'Asperger. Alors, pourquoi Asperger? Parce que Asperger, c'est comme Kanner, c'était un médecin qui avait décrit des formes particulières de comportement social et de capacité justement à traiter certaines informations qui venaient de l'environnement, et particularités, une mémoire, par exemple, fantastique, ou des capacités justement à traiter des mathématiques, ou à faire des montages dans le domaine des objets, des montages complexes, tout ça. Et donc, ce qui fait que c'est une publication qui a été ressortie dans les années 80-90 et qui fait que ça a été considéré comme une forme d'autisme. Et puis, dans la dernière classification, on a en quelque sorte parlé du trouble du spectre de l'autisme, justement pour ne pas faire des sous-ensembles dont on ne savait pas s'ils étaient si pertinents que ça. C'est pourquoi on appelait celui-là Kanner et pourquoi on appelait celui-là Asperger.
voyez, c'était finalement pas si utile de mettre des noms propres. Et l'important, c'était de bien définir qu'il s'agissait d'un autisme, d'un trouble du spectre, et que ce spectre est réparti, on va dire, sur une sorte de cadran, hein, des personnes qui ont un très haut potentiel intellectuel, c'est-à-dire des enfants qui sont surdoués, ou des personnes qui sont surdouées, des personnes adultes, qui ont des performances intellectuelles bien au-dessus de la normale, et puis d'autres qui sont, on va dire, en difficulté, hein, pour apprendre et pour raisonner, et dont on peut dire qu'elles ont un, un trouble des, des apprentissages, enfin, ou en tout cas des troubles cognitifs qui les empêchent de développer l'intelligence qu'on appellera, voilà, dans le spectre ordinaire. Hein. Et tout ça, ça nous ramène à la mesure de l'intelligence. Vous voyez, c'est un vrai sujet. Je ne vais pas pouvoir traiter complètement, mais la réponse, c'est que l'intelligence, elle se mesure avec des tests. Et qu'il y a une grosse discussion entre les spécialistes, hein, et les chercheurs dans ce domaine. Est-ce qu'on sait mesurer l'intelligence des personnes avec autisme? Parce que les tests qu'on utilise généralement, qui sont des tests, sont basés beaucoup sur le langage, la reconnaissance d'objets, de différences. Vous voyez, les exercices, ils sont basés beaucoup sur le langage. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette capacité, cette difficulté de communication, elle altère aussi l'utilisation du langage. Et par conséquent, la mesure de l'intelligence, elle n'est pas forcément avec les outils dont on dispose, sauf que dans les valises de tests, on peut très bien tester l'intelligence autrement. Les tests qui sont les plus couramment utilisés pour mesurer l'intelligence des écoliers, par exemple, ou des personnes à l'âge adolescent ou adulte, eh bien, sont des tests qui ne sont pas... voilà. Ce qui veut dire que Asperger, on peut avoir Asperger, entrer dans le spectre de ce qu'on appellera la description qui a été faite par Asperger, mais ne pas avoir une intelligence mesurée par les bons outils pour la découvrir. Voilà, c'est ça. Ça pose cette question de la mesure de l'intelligence. C'est une question très importante, très intéressante. Alors, mon entourage me dit que mon fils n'est pas autiste, diagnostiqué autiste pourtant. Alors, ça aussi, c'est une question difficile. On a des outils maintenant. On a des... Vous voyez, dans toutes les équipes, et en particulier dans des équipes qui sont réunies dans des centres de ressources, dans des centres de diagnostic, dans ce qu'on appelle les équipes qui accueillent des jeunes enfants de 0 à 6 ans, et en particulier dans les plateformes, les fameuses PCO, il y a des équipes qui sont très entraînées pour poser le diagnostic. Voilà. Il se peut que, par malchance, ou je ne sais pas, s'il a été diagnostiqué autiste partout, sans doute qu'il y a des équipes très chevronnées, très compétentes, qui ont diagnostiqué l'autisme. Alors, peut-être que dans le cadre de la famille, l'enfant est particulièrement à l'aise, il connaît toutes les clés pour, je dirais, comprendre, et puis que peut-être dans le cadre de la famille, l'enfant est plus à l'aise pour fonctionner avec les autres. Hein, et ça se peut, ça se peut. Il y a je veux dire, l'autisme peut être vraiment
aggravée quand l'enfant ou la personne se trouve dans un endroit où il est mal compris. Et que si les adultes sont très ajustés, qu'on respecte ses habitudes, qu'on le prévient, que quelque part on s'ajuste et on s'adapte à lui ou à elle, ben, il est moins autiste. Et ça veut dire qu'il est très bien, que l'entourage est très bien adapté. Voilà. Mais cette question, elle nécessiterait de savoir si c'est le cas. Hein. Donc, mais c'est une remarque très importante aussi parce que c'est vrai que si on organise les choses pour que les troubles qui empêchent l'enfant de s'adapter à l'environnement, si cet environnement il est très très bien pensé, il n'y a pas trop de bruit, pas trop de variations trop rapides, que tout est prévisible, que les tâches qui sont à exécuter, y compris de communication, sont très facilitantes pour que l'enfant réussisse, ben l'enfant exprime moins l'autisme dans certaines conditions. Est-ce qu'une fillette de 9 ans autiste modéré qui ne parle pas finira par dialoguer un jour? Alors là aussi, c'est une vraie question. Alors, moi, je vais me fixer sur le terme dialoguer. La question, ce n'est pas qui ne parle pas finira par parler, c'est ce qui ne parle pas finira par dialoguer. Je pense que oui, parce que le dialogue, il n'est pas forcément verbal. Ça, il y a des moyens, vous le savez très bien, il y a des moyens, on peut parler avec les gestes, on peut parler avec des images, il y a tout ce qu'on appelle la communication, les systèmes de communication alternative qui sont très utiles pour que cette fillette communique mieux, interagisse mieux par les gestes, par les images. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation de ces systèmes renforce les réseaux qu'on a vus à l'intérieur du cerveau, y compris ceux du langage, et que l'utilisation d'images, de gestes, toute la facilitation de la communication peut augmenter le potentiel du cerveau pour parler. Et qu'on peut imaginer que cette fille pourra aussi utiliser le langage si les moyens alternatifs et augmentatifs de communication sont utilisés dans tous les contextes. Voilà, ça, c'est ma réponse aux 3 questions sur papier. Est-ce que vous souhaitez faire des commentaires? Oui, oui, Mohamed. Bonjour, Mohamed Goul, natif de la France, mais qui vit au Québec et qui, voilà, qui travaille beaucoup autour de l'art et de l'inclusion. On parle d'adaptation, mais je me pose toujours la question, surtout quand j'ai quitté la France, en pensant que les milieux éducatifs allaient vraiment s'adapter, parce que même à l'époque, on connaissait quand même pas mal d'éléments que vous avez partagés aujourd'hui. Et je me dis, c'est quoi l'état actuel des choses par rapport à l'éducation en France pour mieux adapter ou comment faire, qu'est-ce qui se fait actuellement pour améliorer la situation? Voilà. Il y a eu beaucoup de progrès, hein, beaucoup de progrès, parce qu'autrefois, l'école, c'était passer le seuil de l'école, c'était souvent un aller-retour, c'est-à-dire qu'on rentrait dès la rentrée, le 2e jour, au 3e jour de la rentrée, c'était déjà fichu, quoi. Parce qu'il y avait une colère, l'enfant était complètement perdu. Maintenant, il y a eu un effort énorme pour que non seulement il y ait la possibilité pour ces enfants d'être scolarisés dans des conditions qui soient très facilitantes pour leurs apprentissages, mais aussi pour la vie
avec les autres dans le cadre d'une école. Et ça, depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire que vraiment, l'école maternelle, et je dirais même qu'il y a toute une stratégie pour former le personnel qui accueille les enfants en collectivité, je dirais, avant 3 ans, dans les crèches, etc. Ça, c'est vraiment un travail. Je pense que la stratégie nationale, elle n'a pas commencé en 2018. Il y a eu vraiment des plans qui ont été très fondateurs pour faire connaître par la société la question de ces enfants et précisément le pas de l'inclusion scolaire était un pas majeur. Donc, il y a eu énormément de travail et ça continue. Ça continue. Voilà. Mais c'est encore un chantier, hein, parce qu'au moment là, pour le jeune enfant, c'est de plus en plus vraiment la classe, dans les classes qu'on appellera du cycle primaire. Voilà, après, c'est le collège. C'est ce parcours, le parcours scolaire, il y a encore vraiment beaucoup à faire, surtout au moment de l'adolescence, quoi. C'est là que quelquefois se creuse l'écart. Questions, commentaires? Oui? Merci. Donc, moi, j'avais une question par rapport à la microbiote intestinale, savoir les avancées scientifiques qu'il y a eu par rapport à ça, donc le deuxième cerveau, etc., les probiotiques, tout ce qui est mis en avant avec la science et sur la génétique aussi, sur les différentes avancées, le Champ 3, etc., tout ce qui, on ne va pas dire soigner, mais nous aider avec nos enfants. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Donc, écoutez, comme on a 3 rendez-vous, hein, donc j'ai prévu de répartir ce qu'on appellera les données, encore une fois, hein, que sait-on. Mais dès aujourd'hui, c'est vrai que votre question, votre remarque est très importante. Là, on est plus dans l'étude des mécanismes, le pourquoi, hein, c'est-à-dire, je vous ai parlé du développement du cerveau. Vous avez vu ce cerveau qui s'organise, qui se structure en couches, avec des petites cellules qui se connectent les unes avec les autres, etc. Et tous ces phénomènes sont très liés à l'impact à l'environnement. Donc, il y a d'une part, ce que vous dites, hein, c'est un programme génétique. Il y a une sorte d'organisation qui est d'architecture du cerveau, mais aussi de la sécrétion de certaines substances qui sont définies dans un calendrier qui est très important pour le cerveau et qui est sous la dépendance du programme génétique. C'est vraiment, vous voyez, c'est quasiment à l'heure près, quoi. Hein, au moment de la vie embryonnaire, ça va très très vite. Hein. Les cellules, voilà, c'est quasiment visible sous le microscope, quoi. Et après, plus on grandit, plus l'organisme devient complexe. C'est plus tout à fait les mêmes bases de temps, et encore. Mais ça, c'est un programme qui est dicté par ce qu'on appellera l'hérédité, où les gènes qui peuvent être, pour des raisons, là aussi, hein, de mutation, d'événements, les gènes peuvent être transformés, ils peuvent être cassés, ils peuvent fonctionner moins bien. Mais ça, c'est la partie génétique. L'environnement, il a un rôle aussi très, très important. Cette interface entre le gène et l'environnement, je vous ai dit, par exemple, hein, il peut y avoir des modifications génétiques qui sont induites par l'environnement. Et ce programme, même, vous voyez, c'est comme la construction, hein, d'un bâtiment. Hein. Il ne faut pas se tromper, il faut mettre la base avant d'élever le mur. Hein.
pour qu'il soit solide. Donc, c'est cet environnement, il est fait de tas d'éléments qui sont des éléments, des molécules, je dirais des poussières, là aussi la température, la quantité d'eau, etc., etc. Et c'est vrai que de plus en plus, on s'intéresse à ce qu'on appellera le tube digestif. Parce qu'il n'y a pas seulement l'intestin, hein, tout le tube digestif. Évidemment, dans l'intestin, on a une quantité on a ce qu'on appelle la flore intestinale, hein, qui sont des micro-organismes qui sont en quantité vraiment incroyable et qui sont toujours en train de travailler et quelque part adapter le corps humain à son environnement extérieur. Et on peut imaginer que si cette flore intestinale, ce microbiote, est modifié pour des raisons, là aussi, qu'on ne connaît pas, qui peuvent être des raisons toxiques, des raisons infectieuses ou aussi des déséquilibres alimentaires, des déséquilibres métaboliques, eh bien, cette interface du corps et du cerveau avec l'environnement peut induire des troubles, ou en tout cas les aggraver. Hein. Alors, on va devoir bientôt s'arrêter, mais je peux vous laisser un dernier commentaire pour conclure rapidement. Parce que moi, j'ai vu une différence quand même quand, par exemple, elle a arrêté le gluten pour ma fille qui a 13 ans. Donc, j'ai vu une différence au niveau de l'hyperactivité, au niveau des troubles du comportement, etc., de la concentration. Donc, il a fallu qu'elle tombe malade cœliaque, en fait, pour qu'on se rende compte qu'en agissant sur les troubles intestinaux, justement, on arrivait à avancer d'une autre manière. C'est pour ça que je parlais que s'il y avait des probiotiques, quelque chose comme ça. Voilà. Après, vous avez parlé de toute la partie science qui est très intéressante aussi, certes, mais est-ce qu'il y a des choses, des avancées? Parce que j'ai vu plusieurs spécialistes et ce n'est pas vraiment, on va dire, encourageant sur ce qu'ils disent et sur ce qu'ils savent surtout. C'est une voie de recherche, hein, qui a été hésitante, vous voyez, parce qu'à un moment donné, vous voyez, il y a eu cette hypothèse qu'il y avait une intolérance au gluten. C'était à une époque où on était moins à l'aise avec cette histoire de microbiotique et on connaissait moins bien ces phénomènes d'interface avec l'environnement via le tube digestif. Donc, il y a même eu des polémiques, hein, parce que certains parents voulaient mettre leur enfant au régime sans gluten, alors qu'on n'avait pas fait la preuve que c'était une intolérance au gluten. Vous voyez, on n'avait aucune preuve. Les progrès de la science sont énormes. Hein. En ce moment, c'est vraiment un sujet, un vrai sujet. Et à mon avis, on va avoir des réponses très intéressantes dans les années qui viennent. Pour le moment, on n'en est pas encore là. En tout cas, on n'en est pas à la prescription d'un régime. En général, les familles qui sont très attentives ou les personnes elles-mêmes, elles testent. Hein. Elles font quasiment des tests pour voir si elles supportent mieux. Mais il n'y a pas, ça ne fait pas partie je dirais, des examens encore et des stratégies de régime ou de diète ou thérapeutique recommandées. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait de la recherche qui sécurise, hein, parce que, vous voyez, les régimes, c'est évidemment quand l'enfant est très très jeune, hein, le fait de manquer de certaines substances peut avoir vraiment, ce qui a été le cas. Hein. Il y a eu des régimes un petit peu, entre guillemets, ouais, des diètes très très strictes qui ont fait que les enfants ont développé un rachitisme, un nanisme et pouvaient avoir des troubles de la croissance majeurs. Hein. Merci Catherine, merci à tous. On espère vous retrouver pour la deuxième session la semaine prochaine.